dernier volet de notre intervention, les fameux guichets, guichets islamiques, ce qu'on appelle en anglais les Islamic Windows. Alors c'est très joli en anglais, mais quand vous traduisez window en français, ça fait fenêtre. C'est pas très joli. C'est pour ça que je pense qu'il a été retenu ici les guichets islamiques. Alors de quoi parle-t-on? On parle des banques classiques qui veulent mettre en place des produits Justement, financiers Boubkir, islamiques. pardon, Alors il y a beaucoup de questions ici, sur ce ouais, volet. Certains qui posent la question pour comment les banques classiques qui perçoivent ouais, des intérêts peuvent développer des produits de finance islamique. Il y en a d'autres qui posent des voilà, questions sur les fonds propres, c'est vrai. comment utiliser les fonds propres. Il y en a d'autres aussi qui posent la question, est-ce qu'on peut, on doit avoir développé des agences dédiées à 100% pour la finance islamique ou des agences mixtes? Ok, on va répondre à toutes ces questions. Et je les ai anticipées et c'est pour ça que j'ai fait un schéma que j'utilise régulièrement qui décrit un peu comment une banque conventionnelle peut faire de la finance islamique. Alors, regardez bien à l'écran. Vous avez ici une banque conventionnelle. Hop, voilà. Vous avez ici une banque conventionnelle qui a donc ses activités conventionnelles là, en espèce de grille et elle veut mettre en place des activités islamiques en vert. Je n'ai pas été très original sur la couleur, mais pardonnez-moi. Ce n'est pas le plus important. Donc les activités conventionnelles, elles sont là. La banque, elle a les comptes de ses clients, elle a les financements, ici c'est les financements conventionnels, elle a ses procédures, elle a son reporting, et elle a son audit interne ou externe, peu importe, de l'activité conventionnelle. Et puis elle a ses clients. Les clients ici qui vont souscrire à ces produits. Donc, il y a une relation contractuelle conventionnelle. Ici. OK. Et donc, dans l'activité conventionnelle, quand un client ouvre un compte à terme ou un dépôt à terme, la banque lui verse des intérêts. Quand il emprunte, c'est lui qui donne les intérêts à la banque. Là, on est dans l'activité conventionnelle. Maintenant, la banque, elle a mis en place tout un dispositif. Rappelez-vous, tout à l'heure dans le règlement, on parle d'un guichet qui est financièrement et administrativement indépendant. Financièrement et administrativement indépendant. Et donc, ça implique beaucoup de choses au niveau de la banque classique qui veut mettre en place des produits islamiques. Et d'ailleurs, la plupart d'entre elles, elles ont déjà commencé à faire une chose, c'est faire l'acquisition d'un système bancaire islamique. Donc déjà, on va avoir une séparation au niveau technique et informatique. Okay, un système qui va gérer l'activité conventionnelle, un système qui va gérer l'activité islamique. Quand la banque n'achète pas un système bancaire islamique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle développe toutes les au niveau technique, toutes les particularités Sharia, elle les transforme en code informatique pour qu'ils soient pris en compte dans la gestion des comptes et dans la gestion des financements islamiques. Donc ici, on va avoir un système technique informatique, là vous voyez à l'écran, qui va nous permettre de séparer la comptabilité, donc des comptes bancaires différents, avec une numérotation, avec si vous voulez un RIB différent, je simplifie, hein, donc ici, que j'ai matérialisé en vert. Et donc ici, on a les clients qui vont avoir une relation contractuelle conforme à la charia. Un contrat, contrat d'ouverture de compte, convention de compte conforme à la charia, contrat de compte d'investissement conforme à la charia, contrat de murabaha conforme à la charia, etc. Bah, quel que soit le contrat qui est utilisé, ça va générer des profits si c'est un compte d'investissement. D'où viennent ces profits? Ils viennent des financements ou du portefeuille des financements, comme on l'a vu tout à l'heure. Et si jamais le client fait une murabaha, bah, c'est lui qui verse des profits à la banque. Donc on a bien ici une activité qui est séparée. Bien sûr, au démarrage de l'activité, la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va doter l'activité, elle va affecter, elle va allouer une somme d'argent pour l'activité islamique. Il faut bien payer les salariés, il faut bien commencer à faire les premiers financements. Puis ensuite, progressivement, elle va avoir des dépôts d'investissement, des dépôts à vue, ressources fraîches, nouvelles, à partir desquelles elle va pouvoir faire des financements. Mais au départ, à l'amorçage de l'activité, bah, j'ai de l'argent dans ma poche droite. Finalement, cet argent, d'où il vient? C'est les dépôts des Algériens, des autres clients. D'accord? Donc leur salaire, il n'est pas illicite en soi. La question, l'origine des fonds. Bah, l'origine des fonds, elle est par défaut conforme. Il y a une partie des dépôts qui n'est pas conforme, mais on ne peut pas affirmer que la totalité des dépôts bancaires en Algérie est illicite, parce que c'est les ressources des Algériens qui, certains peut-être travaillent dans des activités non conformes, mais beaucoup travaillent dans des activités conformes. Donc leur compte à vue conventionnel, je peux très bien les utiliser dans l'activité islamique. Par contre, ce que je ne peux pas faire, attention, ici le cahier des charges il est strict, je ne peux pas utiliser
les dépôts de la clientèle ici, ok, je ne peux pas utiliser les dépôts de la clientèle ici dans des crédits non conformes. Ça, c'est strictement interdit. Par contre, je peux utiliser l'argent conventionnel dans des crédits conformes. Encore une fois, j'insiste sur le fait que l'argent conventionnel n'est pas dans sa totalité non conforme. Une grande partie des ressources conventionnelles reste conforme. Donc, il n'y a pas de sujet ici. Bien sûr, les profits qui sont générés, chacun prend sa part. Il y a une part des profits qui va au client, une part aux actionnaires de la banque, donc il n'y a pas de problème. Préparation technique et administrative. Et ici, qu'est-ce que ça veut dire qu'administratif? On va le voir, hein, le règlement nous dit clairement qu'il faut une comptabilité dédiée, il faut des états financiers dédiés. Bon, le règlement ne le dit pas, mais dans la pratique, la plupart du temps, les banques ont un système informatique IT qui est dédié. Et là, par contre, le règlement, on va le voir, il dit un circuit qui est dédié. Donc, les ressources humaines affectées à l'activité islamique doivent être dédiées. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas traiter les dossiers conventionnels et les dossiers islamiques. Donc, ça veut dire que matériellement et d'un point de vue des ressources humaines, le guichet islamique, il est indépendant. Et après, en interne, au niveau de la comptabilité, j'ai une comptabilité analytique. J'ai des salaires à payer par là, j'ai des salaires à payer par là, j'ai des ressources islamiques, j'ai des ressources conventionnelles. Donc, j'ai ma comptabilité en interne qui va me permettre de garantir et d'assurer cette séparation comptable, et les outils technologiques aujourd'hui permettent de savoir à chaque instant comment est utilisé un dinar ouvert dans un compte islamique. Donc on sait tracer chaque dinar pour savoir comment est-ce qu'il a été utilisé à l'intérieur de la banque. Donc on n'a pas de problème en fait par rapport à la traçabilité. Oui, Samir. Donc il y a Khaled qui pose la question, la banque sera-t-elle donc tenue de présenter deux comptes sociaux séparés et non consolidés? Il y a aussi Horia qui pose la question Alors par rapport aux états d'abord à cette question. réglementaires. Voilà. Excuse-moi, je repose d'abord à cette question. Non, généralement, la banque, elle a un compte consolidé dans lequel elle a tout. OK? Et donc, mais elle a quand même en interne une comptabilité analytique qu'elle peut mettre à disposition du régulateur si le régulateur le demande. OK? Et donc, même en termes de reporting, ça, je ne sais pas répondre à cette question. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu quelque chose là-dedans, mais dans la mesure où le régulateur demande la mise en place d'une indépendance administrative et financière, c'est que probablement, il demande aussi un reporting dédié à l'activité islamique. Et ça, généralement, les régulateurs dans les autres pays le demandent. Pourquoi? Pour voir quelle est l'évolution de l'activité islamique. Comment est-ce que la Banque d'Algérie peut voir cette évolution? Si ce n'est à travers les reportings que les acteurs, que les banques vont lui transmettre. Vous avez même dans certains pays, heureusement, ce n'est pas le cas pour l'instant en Algérie, mais par exemple le Maroc ou ailleurs, ils disent que l'activité de fenêtre islamique, de guichet islamique, elle est plafonnée. Et il dit si tu dépasses un certain nombre d'agences, si tu dépasses un certain nombre d'encours, un certain encours de financement, alors tu t'arrêtes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tu deviens une banque totalement indépendante. Comme vous avez vu dans le schéma, hein, le cahier des charges il est tellement lourd finalement que c'est une espèce de banque à l'intérieur de la banque qui n'a pas son propre capital social, qui n'a pas encore son existence juridique à part entière, mais à partir d'un certain temps, et d'ailleurs on a vu ça au Qatar aussi, il y a quelques années, le Qatar a dit stop, je ne veux plus d'activité de guichet, que tous les guichets deviennent maintenant des banques à 100% islamiques où ils ferment. Donc ça permet aux régulateurs de voir l'évolution du marché, et en fonction de cette évolution, d'adapter la réglementation. Parce que si une banque conventionnelle, finalement, elle est à 80% islamique, autant qu'elle le devienne à 100% et que l'activité conventionnelle soit, elle, le guichet finalement, en quelque sorte. Hein. Donc c'est garder à l'esprit qu'il y a des considérations, des prises en compte de l'évolution du marché. Donc on a besoin d'avoir des reportings, on a besoin d'avoir des indicateurs d'évolution de ce marché à travers ces reportings. Bouker, L'article 17, oui. on a toujours des questions sur les fonds utilisés par les banques conventionnelles pour faire démarrer la fenêtre islamique. Oui. Alors, ça c'est une question qui est régulière et fréquente. Je répète, l'origine des fonds, pour moi en tant que praticien, je considère que c'est un faux problème. Okay. Pourquoi est-ce que je considère que c'est un faux problème? J'argumente. Dans un pays à forte dominante musulmane, on ne peut pas affirmer que l'argent qui est dans les banques n'est pas conforme. Pourquoi? Tout
Parce que la population, elle est dans sa grande majorité dans une activité qui est conforme. Donc la source de revenus de ces salariés qui déposent, qui reçoivent leur salaire à la banque, elle est dans une très grande majorité, elle est halal, entre guillemets, elle est conforme. Il y a certains qui font de l'alcool, qui sont dans des activités non conformes, le tabac, etc., mais ce n'est pas la majorité. C'est une très petite partie de la clientèle, première chose. Ensuite, dans les ressources que les banques reçoivent, elles reçoivent des comptes à vue et elles reçoivent des comptes rémunérés qui sont générateurs d'intérêt. Et donc là aussi, il y a des comptes à vue et il y a les comptes générateurs d'intérêt. Donc il y a des comptes licites et des comptes illicites d'un point de vue purement conceptuel. Okay, et ensuite, le gain qui est généré, le riba, les intérêts, il ne revient pas dans sa totalité au banquier. Enfin, pardon, il revient dans sa totalité, pour leur part aux actionnaires, et une partie est mise dans les réserves. Et on n'est pas en train de dire ici que l'argent qui est affecté à l'activité islamique vient des réserves qui ont été générées pendant des années grâce aux intérêts. Non, pas ça qu'on dit. Donc, dans l'activité conventionnelle, il y a des ressources. D'ailleurs, les fonds propres, à la base, si une banque conventionnelle augmente ses fonds propres, ce sont des fonds propres, entre guillemets, qui sont clean d'un point de vue islamique, donc elle peut les utiliser aussi dans l'activité islamique. Elle peut utiliser une part de ses comptes à vue conventionnels et les affecter à l'activité islamique. Okay, donc, en fait, il y a plusieurs possibilités. Okay, là, le règlement n'est pas précis sur cela. Il dit juste que la banque peut mettre en place. Maintenant, en définitive, un non-musulman qui vend, je sais pas moi, qui fabrique du vin, aujourd'hui, il veut vendre du jus d'orange, c'est un exemple que je prends souvent. Il a une usine de production de vin. Maintenant, il veut mettre en place une usine de production de jus d'orange, halal. Vin haram, le jus d'orange halal. On ne va pas lui demander, avant de faire le jus d'orange qui est un produit halal, d'aller faire le hajj ou la umrah, ou alors de purifier son argent pour faire le jus d'orange. À partir du moment où il respecte le cahier des charges de fabrication du jus d'orange dans son usine, qui ne mélange pas le jus d'orange avec l'alcool, on vient de le voir dans le schéma, entre l'argent islamique qui n'est pas retransformé dans l'argent non islamique, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas lui dire tout l'argent que tu as gagné grâce au jus d'orange, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Pardon, tout l'argent que tu as gagné dans le vin, tu n'as pas le droit de l'utiliser dans l'alcool. C'est son problème à lui. Mais ce qui est important pour le client, c'est que le contrat qu'il va utiliser est conforme à la charia. Ce qui est important pour l'acheteur de jus d'orange, c'est que dans son jus d'orange, il n'y a pas d'alcool. C'est ça. Je caricature un peu Salem, hein, et je dis ça exprès, je souris pour le public, mais c'est une image qui nous permet de comprendre juste ici l'analogie avec l'usine de production. C'est que là, la Banque centrale a dit il faut un guichet financièrement et administrativement indépendant. Donc, un opérateur qui était dans le conventionnel, qui veut mettre de l'islamique, on ne va pas lui dire va d'abord faire le hajj et la umrah avant de faire de l'islamique. Hein. Donc, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Et c'est pour ça que moi, je dis que c'est un faux problème. Et si on devait avoir un monde totalement pur, je pense que je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui de finance islamique. Ce serait tout simplement quasiment impossible d'avoir de se totalement isolé. Il faut bien un début. Et peut-être que l'activité conforme à la charia va tellement bien marcher, mais ça dépend que du marché, de vous en tant que consommateur, que si ça marche tellement bien, finalement, les opérateurs ils vont y trouver leur compte. Ils disent ça marche bien, les produits islamiques, on gagne de l'argent, tout le monde est content, on arrête le conventionnel. Pourquoi pas à la limite, hein. C'est tout le mal qu'on souhaite à ces opérateurs, de faire de l'argent et de satisfaire les besoins de leur clientèle en même temps, et pour arrêter l'activité conventionnelle. C'est le seul mal qu'on peut souhaiter, c'est un grand succès finalement à la finance, aux produits financiers islamiques. Salem, tu avais d'autres questions par rapport à ça? Quelques questions sur le sujet. Par exemple, Horia qui dit il y en a certains personnels au niveau des agences qui interviennent sur les deux volets. Par exemple, le directeur d'agence, est-ce qu'il y a possibilité de faire la séparation? Il y a Khaled aussi qui pense que dans les banques conventionnelles, tous les profits réinvestis ne sont pas conformes, ne doivent pas être utilisés dans la fenêtre islamique. Oui, Alors, c'est ce qu'on a dit. pour Smaïl, Alors, pour répondre à la question de Huria, oui, l'article oui, 17, oui. attends, pour répondre à la question de Huria, l'article 17, il dit il est entendu par guichet de finances islamique la structure chargée exclusivement. Donc, on parle bien de ressources dédiées. Parce que après,
Ils disent de structure, donc c'est-à-dire à la fois back office, middle office et front office. Moi, c'est ce que je comprends. Et il nous dit aussi, donc, doit être financièrement indépendante. La comptabilité doit être totalement séparée. Ça, on en a parlé. Les comptes de clients doivent être indépendants du reste des comptes. Et une autre chose aussi, l'indépendance du guichet est assurée par une organisation et un personnel. L'article 18, il est clair, exclusivement dédié, y compris au niveau du réseau de la banque, donc au niveau des agences. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut des agences physiquement séparées. Là, on parle des ressources. On peut avoir dans la même agence les ressources dédiées aux produits islamiques et ceux dédiés aux conventionnels. Donc, ça pourrait Là, c'est coûter trop bon. cher finalement à la banque d'avoir deux directeurs d'agence. C'est pas, en tout cas là, l'article 18, il dit que le personnel doit être dédié exclusivement. Peut-être que l'instruction qui arrive, elle va davantage donner d'informations sur au niveau de la hiérarchisation. Est-ce que typiquement on peut avoir deux directeurs d'agence? Je ne pense pas parce que ça va coûter cher après en termes de coût d'exploitation, en termes de coût de ressources humaines pour les banques d'avoir ça.